groupe Médias du Sud, bienvenue à ce bulletin d'information. Le sommaire. Pôle territoire Casamance, les autorités mettent les bouchées doubles pour la réalisation de ce chantier du président de la République. Après Kolda et Sédhiou, c'est au tour de Ziguinchor de pencher sur la faisabilité de ce pôle. Et le reportage du jour est consacré au bracelet noir que portent la plupart des populations originaires de la Casamance. Une occasion pour le groupe Médias du Sud de parler de Djambankunda, une famille dépositaire de cette tradition à Boucotte. Bienvenue et merci de vous informer sur les www.gms.sn. Je le disais dans les titres, après Sédhiou et Kolda, c'est au tour de Ziguinchor d'accueillir la réflexion pour la mise en œuvre du pôle territoire Casamance. Plusieurs acteurs du développement ont pris part à cet exercice. Moussa Gueye, directeur des stratégies de développement territorial, revient sur la pertinence de ce pôle territoire. Nous l'écoutons, il est au micro de Cheikh Tidiane Cissé. Ce pôle a été lancé par M. le Président de la République qui avait considéré que ce pôle est le pôle test. Mais comme vous le savez, l'objectif du Président de la République, c'était d'amener tous les acteurs à s'approprier la mise en place du pôle. C'est la raison pour laquelle nous avons donc entamé ces concertations pour que les différents acteurs s'approprient donc cette mise en place du pôle et aller enfin vers la mise en place. Après ces concertations que nous avons eues aussi bien à Sédhiou, Kolda et Ziguinchor, dans les jours à venir, parce que à partir du 9 et le 10 août, nous allons organiser maintenant une rencontre pour rassembler tous les acteurs et faire la synthèse des travaux que nous avons déjà faits, aussi bien au niveau des 3 régions pour lancer la mise en place du pôle. Les idées phares qui sont aussi bien à Sédhiou, à Kolda, et je pense aussi ça va se faire à Ziguinchor, nous avons pu identifier des projets de développement structurants, des projets novateurs qui vont permettre, après la mise en place du pôle, d'amorcer le développement de la Casamance. Et le même exercice sera fait aujourd'hui aussi au niveau des ateliers pour identifier au niveau de Ziguinchor avec les acteurs les différents projets qui pourraient être portés par le pôle de développement de Casamance. Ces projets sont axés sur les infrastructures, sur le capital humain, sur les filières porteurs, sur aussi, le transport. Donc je pense que c'est des projets en tout cas qui touchent l'ensemble des régions de la Casamance et qui seront portés par le pôle. Djibidjon est l'une des collectivités territoriales qui ont le plus croupi sous le poids du conflit armé en Casamance. Le maire de cette commune frontalière avec la Gambie invite l'État et ses partenaires à profiter de l'accalmie notée ces dernières années pour renforcer et accélérer leurs interventions afin que les populations dépassent cette longue période de misère qui a eu des répercussions graves sur le plan social. Ansoumana Sagna, maire de Djibidjon, que nous écoutons au micro de Lamine Badiane. Depuis 1993, nous avons connu ce conflit qui a perturbé le tissu économique de la commune de Djibidjon, déstructuré le système scolaire, déstructuré le système sanitaire, déstructuré les voies de communication. Mais, chemin faisant, la commune de Djibidjon connaît une certaine accalmie du fait de la conjugaison des efforts de beaucoup d'acteurs. Je veux nommer les efforts du chef de l'État, le président Macky Sall, les efforts des autorités militaires. Je vous dis, depuis 1992 jusqu'en 2012, nous avons connu des ratissages. Chaque année, la commune de Djibidjon connaissait des ratissages. Si ce n'est pas des ratissages, c'est des combats interfracticides avec l'armée qui a opté pour le dialogue, pour la concertation et non pour le ratissage. De ce point de vue, je voudrais, au nom des populations, saluer l'armée pour vraiment cette attitude qui a permis la stabilité de la commune de Djibidjon. La population de Djibidjon
est résolument engagé pour la paix en Casamance. J'en suis sûr, si le piment se déploie convenablement dans la commune de Djibidione, dans les zones frontalières, nous allons oublier toutes ces années de souffrance. Nous avons espoir. Nous pensons que, à côté de ces programmes de l'État, nous allons devoir demander l'accélération d'espace d'emploi pour les jeunes, les DAC, les fermes agricoles, les fermes natangé, les blocs maraîchers, l'électrification, l'hydraulique, l'eau, la santé, l'école. Donc, nous avons l'espoir que si ces programmes sont déroulés, nous allons bouter hors de nos zones cette misère que nous chantons toujours. Et puis, la rédaction du groupe Médias du Sud vous propose son reportage du jour. Un reportage qui s'intéresse au bracelet noir, un bijou qui cache pas mal de vertus dans la société Diola ou Mandingue. Ce bijou est fait des mains des forgerons issus de la famille Djamban, au quartier Boucotte. Le balai du métal retentit incessamment de cette industrie ancestrale dans laquelle des bracelets sortent sans interruption du feu. Suivons ce reportage. La symphonie du métal est incessante. Coup après coup, des bagues et des bracelets noirs se façonnent, portant ainsi la marque de la famille Djamban. Ici, chaque jour, des dizaines de bracelets noirs sortent des feux de cette industrie ancestrale, où le savoir-faire est transmis de génération en génération. On l'a trouvé ici, hein? Depuis mon grand-père, mon père et mes frères ici. On l'a trouvé ici. On fait ce que nous ont demandé de faire. Oui. Nous sommes nés forgerons d'Allen. Nous sommes des forgerons. Voilà. Parce que nous venons de David. Dans cette grande famille de forgerons sise à Boucotte, le passage à la forge est impératif pour tout descendant, histoire de pérenniser une tradition. Nous sommes venus trouver notre père ici. Bouli, vieux Famara Djamban. Oui, c'est lui notre père. Et il vous a initié dans la forge? Dans la forge et à l'école aussi. Bracelet, ça te protège. Quand tu portes le bracelet pendant 2 ou 3 mois, tu n'auras pas de problème de fer. Cette famille Djamban de Boucotte, réputée pour son savoir, développe une collection de bracelets noirs pour enfants également. Son histoire, avec ses manchettes mythiques appelées en milieu Diola Kafagne, cache beaucoup de secrets. Et nous passons à présent à l'actualité internationale. Elle est présentée en bref et en images. Au Canada, au moins une femme est morte et 14 autres personnes ont été blessées lors d'une fusillade dimanche dans le quartier grec de Toronto. Parmi les blessés figure un enfant dans un état critique. Le tireur présumé est mort, a indiqué la police canadienne sans se prononcer sur les motivations de ce dernier. Le premier ministre de la province de l'Ontario, Doug Ford, a dénoncé sur Twitter un horrible acte de violence par arme à feu à Toronto, dressant ses condoléances aux victimes et à leurs proches. Depuis le début de l'année, Toronto a connu 212 fusillades qui ont coûté la vie à 26 personnes contre 188 pendant la même période l'année dernière. En France, le silence d'Emmanuel Macron sur l'affaire Benalla a provoqué beaucoup d'interrogations et de critiques de la part de l'opposition depuis une semaine. Le chef de l'État est sorti de son mutisme ce dimanche et a fait savoir ce qu'il pensait de cette affaire. Le tout à la veille d'une audition cruciale de son ministre de l'Intérieur devant le Parlement. Et Emmanuel Macron n'a pas pris la parole publiquement, mais il s'est exprimé à huis clos lors d'une réunion de crise à l'Élysée ce dimanche. Et enfin, au Moyen-Orient, 422 Syriens, des membres de Casques Blancs, une organisation de secouristes en zone rebelle, et leurs familles ont été évacués vers Israël, puis transférés en Jordanie. Ces Casques Blancs étaient menacés par l'avancée des troupes du régime de Bachar al-Assad dans le sud de la Syrie. La Jordanie a indiqué de son côté que ces Syriens allaient être transférés vers le Canada, l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré dimanche que cette évacuation avait été organisée à la demande du président américain Donald Trump et d'autres dirigeants.
Et la page des sports avec Mafou Kouyaté. Bonjour et bienvenue. Le président chinois Xi Jinping a remis symboliquement dimanche en milieu de matinée à Pékin, banlieue dakaroise, les clés de l'arène nationale à son homologue sénégalais Macky Sall. L'infrastructure sportive d'un coût de 32 milliards de francs CFA a été construite par la République populaire de Chine. Le complexe est dédié à la lutte traditionnelle, entre autres. L'arène nationale d'une capacité de 25 000 places comprend différentes salles de sport, arts martiaux, boxe, haltérophilie, des espaces récréatifs, des bureaux de fédération et lutte, des rampes de démonstration pour les lutteurs. Accompagnés de leurs épouses, les présidents chinois et sénégalais ont visité l'infrastructure. D'anciens lutteurs et des lutteurs en activité ont fait des démonstrations de danse et de combat devant les couples présidentiels et un public nombreux. Sollicité par le sélectionneur sénégalais Aliou Cissé, le gardien de but de Stade de Reims, Edouard Mendy, a choisi de jouer pour les Lions. Ces derniers jours, plusieurs médias relayaient l'intérêt du sélectionneur sénégalais Aliou Cissé pour le Rémois Edouard Mendy. Selon des informations de Gaulle, le gardien de 26 ans a choisi de jouer pour les Lions de la Teranga. Le sélectionneur du Sénégal pourra donc compter sur ses services pour les prochaines échéances, à commencer par la reprise des éliminatoires de la CAN 2019 dans moins de 2 mois. Actuellement touché au doigt, Edouard Mendy a été l'un des grands artisans de la montée en Ligue 1 du Stade de Reims la saison dernière en participant à 34 des 38 matchs de championnat, tous en étant que titulaire. Ahmad Ahmad a qualifié le bilan des équipes africaines au mondial qui vient de s'achever de maigre et inquiétant. Le président de la Confédération africaine de football s'exprimait le 21 juillet à Rabat au Maroc à l'ouverture des travaux de la conférence d'évaluation de la participation africaine de la Coupe du Monde Russie 2018. Nos 5 représentants ont inscrit en 15 matchs 15 buts seulement et 1 contre son camp et ont encaissé la bagatelle de 26 buts. Sur les 15 matchs, les 5 équipes africaines ont gagné 3 matchs, fait 2 nuls et perdu 10 fois. Aucune n'est parvenue à passer le deuxième tour, a énuméré Ahmad Ahmad. En international, Thomas Tuchel le sait depuis longtemps. Il ne pourra compter sur un effectif complet qu'à partir du mois d'août. En attendant, sans la quinzaine du mondialiste, mais avec les jeunes du centre, le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain a repris en douceur au camp des loges. Les Parisiens, dont Buffon, Diarra, Rabiot et Koungou, ont d'abord défié Sainte-Geneviève, National 2, victoire 1-0 et Chambly, National 1, défaite 2-4. Puis ils ont récemment été battus par un Bayern compétitif dans l'International Champions Cup 1-3. J'ai vraiment aimé ce que j'ai vu. A relativiser le technicien allemand qui en a profité pour tester ses percepts tactiques. Prochain rendez-vous face à Arsenal samedi à 13h35 et contre l'Atlético lundi 13h35 en Asie. Le milieu de Dortmund, Julian Weigl, serait autorisé par son club à rejoindre avec le Paris Saint-Germain. Le Borussia Dortmund, en train de passer à l'action pour Axel Witsel, le club de la route aurait autorisé, selon Bild, Julian Weigl à rejoindre le Paris Saint-Germain. Thiago Motta à la retraite, le champion de France cherche à recruter un milieu de terrain. Une des priorités du nouvel entraîneur Thomas Tuchel, ancien coach de Weigl au BVB. Le problème se situerait davantage au niveau du fair play financier. Dortmund réclamant 50 millions d'euros pour lâcher son international de 22 ans. Le footballeur d'Arsenal, Mesut Özil, a décidé de ne plus jouer avec l'équipe nationale allemande. Dans une longue déclaration sur Twitter, Mesut Özil a déclaré qu'il ne tolérerait pas les critiques et les commentaires racistes qu'il a reçus des médias allemands et de la Fédération allemande de football à cause de la photo qu'il a prise avec le Turc Recep Tayyip Erdogan. Le milieu de terrain a fait face à un barrage de critiques en Allemagne pour avoir pris sa photo avec le président turc. En dépit de la prise à la veille d'une élection présidentielle en Turquie, Özil a souligné que sa rencontre avec Erdogan ne concernait pas la politique ou les élections, mais mon respect pour les plus hautes fonctions du pays, de ma famille. Et c'est par cette actualité sportive que nous bouclons cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur les www.gms.sn et sur la 89.3 FM également. Au revoir.